première famille des Goulats a parti en 1672 environ de Normandie pour s'installer en Nouvelle-France, ici, et puis sur la côte nord, au château du Fleuve, l'autre bord du fleuve, et puis ils ont traversé ici, et puis on est ici depuis ce temps-là, la famille des Goulats. Les Anglais sont restés en escousse, naturellement, c'était l'armée. Et puis, après ce qu'ils m'ont dit, moi, à peu près l'été, hein? Pas beaucoup plus. Dans les fermes du Québec, on se souvient encore aujourd'hui de la bataille entre les Anglais et les Français, où s'est joué le sort du Canada et celui de toute l'Amérique du Nord, il y a plus de 200 ans. Ils étaient quelques milliers de Normands, de Bretons, de Poitevins, partis chercher fortune aux Amériques. En 1608, ils avaient fondé une ville, Québec, et une colonie, le Canada. En 1759, ils sont là depuis 150 ans déjà. Cette terre est devenue leur patrie et ils l'ont baptisée la Nouvelle-France. Qu'est-ce que c'est que la Nouvelle-France à ce moment-là? La Nouvelle-France est une modeste colonie qui s'est développée sur les rives du Saint-Laurent avec une population qui dépasse encore 60 000. C'est une colonie qui fait face à 13 colonies américaines où il y a à peu près 1 million, peut-être un peu plus qu'1 500 000 personnes. Immédiatement, vous voyez que c'est assez inégal, si vous voulez. Mais revenons en Nouvelle-France. C'est une colonie où il y a la capitale, Québec, qui est une ville d'à peu près 10 000 personnes, Montréal, qui est une ville moindre, et surtout les gens vivent le long du fleuve dans des seigneuries. Depuis 150 ans, les Anglais, beaucoup plus nombreux, se sont groupés tout le long de la côte atlantique, autour de Boston et de New York, coincés entre la mer et la chaîne des Appalaches. Les Français, eux, partis de Québec, ont exploré tout le continent, du pôle Nord au golfe du Mexique, 7000 kilomètres de long. Et ils en ont pris possession, au nom du roi de France. En 150 ans, une nouvelle race d'hommes est née ici, les Canadiens. Coureurs des bois, trappeurs, chasseurs de fourrure, ils se sont enfoncés dans le continent à bord de leurs canots d'écorce. On les appelait les voyageurs. Des fleuves de légende les ont emportés vers l'ouest, vers les Grands Lacs. Ils ont remonté le Saint-Laurent, puis au fil de l'Ohio et du Mississippi, ils sont descendus vers le sud, jusqu'à la Louisiane. Depuis 150 ans, Anglais et Français se disputent ces nouveaux territoires, habités seulement par des Indiens. Pour contenir la poussée des colons anglais, les Français les ont encerclés d'un chapelet de forts. Louisbourg, qui surveille l'entrée du Saint-Laurent, Fort Duquesne sur l'Ohio qui contrôle la route du sud, Fort Carillon qui bloque le passage entre New York et Montréal, et celui-ci, Fort Niagara, au carrefour des Grands Lacs, qui domine le territoire des 5 nations iroquoises.
Pour s'assurer la garde de ce point stratégique, il a donc fallu une forteresse que l'on va construire un peu comme on le fait en Europe. Vous avez le fossé sec qui constitue un premier obstacle. Un second obstacle, c'est la palissade de pieux, et ça c'est typiquement canadien, le remblai, et au-delà du parapet, des canons pour bloquer l'adversaire. De l'autre côté, vous avez aussi des canons auxquels on a aménagé quelques ouvertures, toujours la palissade de pieux. Ici, immédiatement à l'entrée, le pont-levis, qui en ce moment est baissé, et nous passons sous cette porte des 5 Nations qui va nous amener à un autre poste de garde. Ce fort Niagara se trouve situé dans un endroit vraiment stratégique. C'est qu'il est au pied d'un obstacle formidable, le verrou que constituent les chutes Niagara. Vous avez une idée de l'ampleur de cet obstacle quand vous savez que les chutes ont une hauteur d'environ 50 mètres, ce qui suppose une dénivellation extrêmement considérable, ce qui suppose que la rivière qui passe par les chutes sera absolument pas navigable. On sera donc obligé d'utiliser un portage. Toutes ces places fortes sont éloignées les unes des autres de 500 à 1000 km. Leur ravitaillement en vivres, en armes, en munitions, en marchandises pour la traite avec les Indiens est chaque fois une véritable expédition. Il se fait en canot, mais souvent aussi à dos d'homme. Pour garder ces forts et surveiller tout un continent, 5000 hommes seulement, les compagnies franches de la marine. La compagnie franche de la marine fut créée par le cardinal de Richelieu en 1622. Sous le nom de compagnie ordinaire de la mer, et elle servait pour la garde des vaisseaux. Troupe de débarquement et aussi d'occupation, elle fut mêlée à tout le passé colonial de la France. De 1683 à 1760, elles sont en garnison permanente au Canada, de Louisbourg au Grand Lac, et dans tous les forts longeant les rivières Ohio et Mississippi, se terminant jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Monsieur, votre mousquet est mal astiqué. Au tout début, les soldats de la compagnie franche de la marine étaient tous d'origine française. Et par la suite, vers les années 1750 et 1740, ils étaient tous de souche canadienne. Depuis les tout débuts, la compagnie franche de la marine est obligée de combattre comme les troupes rangées en 3 sections. Tous les commandements donnés par les officiers étaient répétés par les tambours. Les tambours de l'époque étaient des hommes très importants, puisque c'est eux qui donnaient le commandement d'avancer ou de retraiter. Par contre, avec les années, les soldats sont habitués à ce genre de bataille qu'on avait ici en Nouvelle-France, à l'indienne, si on veut appeler, embusquer dans les bois et à tirer sur l'ennemi. Les soldats, les troupes rangées de Montcalm, avaient comme fonction de se battre en 3 rangées.
D'abord, la première rangée était à genoux, la deuxième debout, et la troisième encore debout, mais par contre obliquait vers la droite et avançait 2 pas, afin que le mousquet n'éclate pas dans la figure du soldat de droite. Canonniers, à vos pieds! Les canonniers sont du régiment des canonniers bombardiers. Ceux-ci devaient accompagner la compagnie franche de la marine dans tous les déplacements ici en Nouvelle-France. Les canons employés sont des 3 livres et sont montés sur des affûts de campagne. Le maître canonnier, lui, doit donner au-delà de 15 commandements avant que les canons soient chargés et prêts à tirer. Avec tous les commandements, on peut tirer un coup de canon tous les 45 secondes à peu près. Ça peut paraître assez long, 15 commandements, mais par contre, si on saute certains commandements, comme passer l'escovillon mouillé à l'intérieur du canon, il peut se produire des accidents. C'est-à-dire que lorsqu'on met la gargousse au fond du canon et on pousse avec le refouloir, il peut rester des étincelles à l'intérieur du canon. À ce moment-là, il se produit une explosion et l'escovillon sort comme un boulet de canon. À ce moment-là, c'est des pertes de mains et de doigts, ce qui arrivait assez fréquemment durant ces batailles. Canonniers, démarrez vos canons! Prenez les gargosses! Crevez-les! Poussez-les au fond du canon! Prenez les refouloirs! Prenez les boulets! Poussez-les au fond des canons! Bourrez! Crevez les gargosses! Amorcez! Première pièce! Tonnez le bras! Feu! Le fort, c'est non seulement une garnison militaire qui monte la garde le long des fleuves, mais aussi un refuge, un relais pour les voyageurs, et enfin un comptoir pour la traite des fourrures. Le castor. Voilà le véritable enjeu de la guerre entre Français et Anglais pour la possession du continent. C'est pourquoi, dans cette forteresse de Niagara, qui est une forteresse militaire, vous avez aussi un poste de traite. D'ailleurs, presque tous les postes de traite sont des forts et presque tous les forts sont des postes de traite. Ici en particulier, la traite appartient au commandant du fort, ce qui lui permet de doubler, tripler et même quintupler sa solde d'officier. Les fourrures, ce sont les Indiens qui les apportent. Les fourrures de toutes sortes, mais le plus particulièrement, c'est cette fourrure de castor, qui est soit du castor sec, c'est-à-dire le castor tel qu'on le cueille, ou le castor gras. Quand on veut produire du castor gras, on coud ces peaux de castor en une sorte de robe qu'on porte, c'est-à-dire que les Indiens portent, et qu'ils engraissent par leur sueur, par les huiles dont ils s'enduisent. Et au bout d'un certain temps, qui est très long, des mois, ça devient du castor gras. Le long poil tombe et on a une belle fourrure lisse. Ce castor gras vaut 2 fois le castor sec. Et en particulier, il faut le dire entre soi, les Indiens apportent aussi des scalps. Parce qu'à Niagara, en particulier, on a même dit que Niagara était un entrepôt de scalps. À Niagara, les Indiens se présentent avec des scalps, en principe, de scalps d'anglais, pour lesquels on les paie très bien. Mais il arrivait aussi que les Indiens qui aimaient tricher et qui n'aimaient pas aller faire la chasse bien loin
ne se donnait pas la peine de se rendre dans les colonies anglaises. Alors, quand il rencontrait un Français isolé, il vous le scalpait et il venait à Niagara vendre ce scalp de Français. Je suis un Indien du Canada, il faut s'expliquer. Le Canada, c'est un pays immense, c'est un continent. Par exemple, dans une perspective européenne, disons qu'on sait tous qu'il y a des Suédois, des Allemands, des Espagnols, des Italiens. Ben, c'est un peu la même chose ici. Le pays est un continent. À cette époque-là, il y avait beaucoup plus d'Indiens que maintenant. Et ils occupaient tout le territoire du Canada, bien sûr. On les a chassés un peu, tout le monde le sait. Ils ont maintenant des petites réserves. Dans l'est du pays, où nous sommes actuellement, près de Montréal, entre Québec et Montréal, il y avait plusieurs grandes races indiennes, dont celle des Abénaquis, auxquelles j'appartiens, et qui ont participé beaucoup à toutes les guerres, à peu près toutes les guerres qui concernaient les Français. Il y avait les Iroquois, des 5 nations, qui étaient un peu plus au sud-ouest d'ici. Il y avait les Hurons un peu dans le même coin. Il y avait surtout, en ce qui nous concerne, nous, les Abénaquis, les Malicites, les Micmacs et d'autres, qui étaient à l'origine en Nouvelle-Angleterre, ce qu'on appelle maintenant la Nouvelle-Angleterre, et qui ont émigré à cause des guerres vers l'ouest légèrement pour occuper le territoire actuel du Québec. Je vais tenter de vous faire une démonstration de ce qu'était le scalp à l'époque. Il faut dire que moi, je ne l'ai jamais pratiqué moi-même, mes ancêtres non plus, paraît-il, et qu'en plus, il faut que je fasse la démonstration avec ma propre fille. Bon, ceci dit, on prenait les cheveux comme ceci, on les relevait comme ceci, et à l'aide d'un couteau, ou plutôt d'un silex aiguisé, on faisait une incision autour du cuir chevelu et on le décollait complètement. Il faut ajouter que ce n'était pas toujours mortel, au contraire. Bien souvent, les gens continuaient à vivre. Et autre chose également, c'est que ça constituait des trophées de chasse. On les exposait à l'entrée des villages. On fit évidemment à un certain moment le troc des scalps. C'était la preuve qu'on avait tué des ennemis. À ce moment-là, il y avait eu de la surenchère et on a fait un commerce des scalps. À tel point que des Indiens, je ne sais pas lesquels exactement, ont découvert dans l'ouest du pays que les touffes de poils de bison roux pouvaient ressembler beaucoup à des chevelures d'anglo-saxons. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui ont payé pour des scalps qui étaient en fait des touffes de bison roux. 1754. C'est ici, au Canada, que commence la guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre. On va se battre d'un bout du monde à l'autre, en Europe, en Inde, en Amérique. La guerre de 7 ans, c'est la Première Guerre mondiale. Au Canada, le roi de France Louis XV a envoyé le général Montcalm avec 5000 hommes de troupes pour défendre la colonie. Les Anglais en ont envoyé 5 fois plus, 25 000, car le Premier ministre britannique William Pitt a une grande ambition. Il veut bâtir un empire et régler une fois pour toutes le sort de l'Amérique. Pendant des mois et des mois, Montcalm ne cessera de réclamer des renforts. En vain. Là-bas en Europe, le roi de France a bien des soucis avec le roi de Prusse, Frédéric II. Il pense que la guerre contre l'Angleterre, c'est en Europe qu'il faut la gagner, pas ici, à l'autre bout du monde. Quant aux Canadiens, ils ne se battent pas seulement pour le drapeau à fleurs de lys. Ils défendent leur nouvelle patrie. À la tête de la colonie, il y a un gouverneur. Le gouverneur, c'est le représentant du roi, c'est le général des armées. Le gouverneur, à ce moment-là, au moment de la guerre de 7 ans, c'est M. de Vaudreuil. M. de Vaudreuil, c'est le premier gouverneur vraiment canadien. Il est né au Canada, sa famille a fait carrière au Canada, il a été gouverneur en Louisiane, et il a, je dirais, une mentalité canadienne. Et ça va l'opposer d'ailleurs à un deuxième personnage que je veux vous décrire, c'est le marquis de Montcalm. Le marquis de Montcalm, c'est un soldat de métier que le roi de France a envoyé en Nouvelle-France en 1956. Il arrive avec des grandes idées stratégiques. Il arrive d'ailleurs avec une armée de métier aussi, 5000 hommes environ.
il est théoriquement soumis au gouverneur. C'est le gouverneur qui est le grand patron militaire, si vous voulez. Mais il reste que lui, qui connaît l'art de la guerre, ben, il veut appliquer ici toutes ses stratégies, si vous voulez. Et déjà, vous avez entre lui, entre Montcalm et M. de Vaudreuil, vous avez une opposition d'ailleurs qui va être très néfaste pour la Nouvelle-France. C'est le Canadien versus le Français. M. de Montcalm vient du sud de la France. Il a l'accent du Sud. On se moque un peu de son accent. Par ailleurs, les Français, eux, ils disent des Canadiens, mais ils ne parlent pas comme les Français. Tout de suite, vous voyez, il y a déjà une lutte entre les deux. Il y a même, je dirais, une conception différente de la stratégie. M. de Vaudreuil, lui, il a été élevé en Amérique, puis il sait qu'il faut lutter par des escarmouches, il faut se déguiser comme les Indiens. M. de Montcalm, lui, il arrive avec des belles idées, des belles rangées de militaires qui s'avancent, et puis je dirais que pour lui, l'art militaire, ça ressemble un peu aux échecs. Tandis que M. de Vaudreuil, ben, lui, il n'y a peut-être pas de grande stratégie, mais c'est très important aux frontières. Pendant 5 ans, les miliciens canadiens mènent la vie dure aux Anglais. C'est la guerre de partisans. Ils l'appellent la Petite Guerre ou la guerre à l'indienne. Grâce à cette guerre d'escarmouches, les Français ont remporté de nombreux succès. Mais le général Montcalm n'a pas confiance dans la stratégie des Canadiens. En 1759, Montcalm se replie sur Montréal et Québec, car les Anglais ont lancé une grande offensive sur terre et sur mer. Sur mer, un corps de débarquement à bord de 200 navires sous le commandement du général Wolfe est parti de Boston, a conquis la forteresse de Louisbourg et remonte maintenant le Saint-Laurent en direction de Québec. Sur terre, une colonne anglaise marche sur les Grands Lacs et le gros des troupes avance au centre, le long du fleuve Hudson, en direction de Montréal. Mais le général Amherst qui les commande se méfie. L'année précédente, les Anglais ont subi une cuisante défaite à Fort Carillon. Pourquoi Montcalm a-t-il évacué le fort? Est-ce un piège? Arrivé au lac Champlain, Amherst a arrêté ses troupes. Il hésite encore à marcher sur Montréal. C'était bien difficile pour M. Amherst parce que son armée était divisée en trois. Il y avait l'armée sous Wolfe qui a attaqué Québec et M. Amherst n'avait pas grande confiance que Québec serait conquis. Il a resté tout l'été de 1959 à Lac Champlain, attendant des nouvelles. Et s'il avait de confiance que Québec serait conquis, il aurait lancé son attaque vers les frontières de la colonie. Au lieu de cela, il a resté tout l'été pour construire un grand fort sur le lac Champlain pour barrer la route à New York contre une attaque des Français. Mai 1759, sur le Saint-Laurent, tout est calme. Avec le printemps, les glaces ont fondu. Le 26 mai, des paysans canadiens aperçoivent des voiles sur le fleuve. Ce sont les premiers bâtiments de la flotte anglaise qui avancent doucement au milieu des îlots du Bic,
à 250 km de Québec. 200 navires, le tiers de toute la flotte de Sa Majesté britannique, avec 15 000 marins et 9 000 soldats, sous les ordres du général Wolfe. Tout le long du Saint-Laurent, des feux s'allument la nuit pour prévenir du danger. Ils arrivent. Dans Québec, c'est l'alerte. Montcalm, qui attendait les Anglais sur terre à Montréal, se précipite avec ses troupes pour défendre la ville. Le 23 juin, les navires anglais arrivèrent à la pointe de l'île d'Orléans, les uns venant du côté gauche, les autres du côté droit. Il faut bien se rendre compte que l'île d'Orléans qu'on voit en face, où est la petite église, n'est pas une partie de la côte, puisque le fleuve, en somme, tourne à droite très fortement de ce côté. C'est une île qui a environ 40 km de longueur. Les Anglais s'installent sur la pointe de l'île et ils s'y fortifient. Le 30 juin, ils installent des batteries sur les hauteurs de Lévis où 3000 hommes, sous la direction de Moncton, s'affairent à mettre en place tout le matériel nécessaire pour le bombardement de Québec. Montcalm ne s'y oppose pas, car il pense qu'il s'agit d'une feinte de l'ennemi. Il attend l'ennemi sur la côte de Beauport. De fait, dans la nuit du 8 au 9 juillet, les Anglais se dirigent non pas du côté de Beauport, mais un peu plus à l'est, en aval, et s'installent sur la rive gauche de la rivière Montmorency, tout près de la chute. Les défenses françaises commencent justement sur la rive droite de la rivière Montmorency et s'étendent jusqu'à la rivière Saint-Charles. Le 12 juillet, des hauteurs de Lévis, les Anglais commencent à bombarder la ville de Québec. Pendant 2 mois, pendant 60 jours, les Anglais vont déverser 40 000 bombes, boulets et carcasses et 10 000 pots à feu sur Québec. 535 maisons ont brûlé entièrement. La ville est complètement rasée. Les 10 000 habitants ne savent plus où se réfugier. Il ne reste plus que 4 bâtiments intacts, dont une partie du couvent des Ursulines. Les révérendes mères ont conservé dans leurs archives les annales du siège de Québec. Notre maison a reçu beaucoup de bombes. Il y en a une, entre autres, qui est entrée par les fenêtres de la communauté et qui s'est écrasée dans la lingerie, qui était au sous-sol. C'était une belle chambre, qui est devenue plus tard les quartiers généraux de Moray. Alors ici, nos mères de l'hôpital général croyaient ne plus jamais revoir leur maison. Elles disent « la maison de nos externes abîmée ». Elles voyaient cela, d'où elles étaient. Notre sacristie, notre chapelle des saints, partie de notre chœur et de notre église, toutes renversées. Plusieurs chambres de notre dortoir, toutes défaites. Notre lingerie, qui reçut une bombe, qui passa par notre communauté, fut abîmée. 2 cheminées abattues. Granges et hangars reçurent des pots à feu, en danger de mettre le feu à la ville. Tout cela nous faisait croire que nous ne pouvions jamais revoir notre monastère. Les Anglais ont pris pied sur la terre ferme. À 15 km de Québec, campent les troupes du général Wolfe et son unité d'élite, le 78e régiment écossais de Highlanders.
Ils appartiennent au clan des Fraser, originaires de Normandie. En 1745, les Écossais ont été écrasés par les Anglais à la bataille de Culloden. Depuis, ils sont massacrés, exterminés sans pitié. Pour éviter la disparition de son clan, Simon Fraser a eu l'idée de lever ce régiment et d'aller combattre en Amérique pour le compte du roi d'Angleterre. Highland Regiment of Foot, present arms! Sur leur drapeau, la devise du régiment est encore inscrite en français. Je suis prêt. Partout, ils ont débarqué les premiers. Ce sont des guerriers redoutables. Dans les armes, nous avons d'abord le broadsword, qui pesait environ 14 livres. Il était utilisé comme ça pour combattre en deux coups. Les autres armes, ici, le dirk, qui était un couteau pour le combattre personnel. Et le soldat porte son poudre dans la boîte à cartouches, ici. Et dans le sac à peau qui s'appelle le sporn. Le mousquet était le Brown Bess, modèle 1742, qui était un mousquet qui utilisait le flint. La manière pour le charger était assez difficile. Premièrement, il ouvre le bassinet, prend son cartouche de la boîte, déchirer entre ses dents et remplir le bassinet. Il ferme le bassinet et met le restant de poudre et les balles dans la bouche de canon. Après ça, il tire la baguette et il va bourrer le charge dans le bout du canon. Et il remplace la baguette. Maintenant, il est prêt à faire feu. Même pour les Highlanders, Québec, perché tout au haut des falaises du Cap Diamant, paraît une forteresse imprenable. Voilà 1 mois et demi que le général Wolfe tourne autour de la ville, essayant de trouver un point faible. Par 2 fois, il a essayé de percer les lignes de défense de Montcalm, qui lui barrent la route à Beauport, sur la rivière Montmorency. Sans succès. Wolfe commence à désespérer. Il a subi de lourdes pertes. Et sur l'île d'Orléans, les Anglais ont dû transformer l'église Saint-François en hôpital de campagne.
Après la bataille de 31 juillet, la bataille de Montmorency, il y avait 210 blessés dans l'hôpital et beaucoup d'autres qui étaient malades. À cette époque-là, la situation de l'armée britannique n'était pas la meilleure. Presque la moitié était ou tués, ou blessés, ou malades. La situation du général Wolfe lui-même n'était pas très bonne, son santé était mauvaise et il était découragé parce que chaque fois qu'il avait tenté à briser les lignes françaises, il était défait. Alors, il était tout à fait découragé, il ne sait pas quoi faire, alors il lui semble qu'il serait impossible à prendre la ville, que c'était imprégnable, et pour cette raison, il avait commencé à ravager la campagne, brûler les maisons, détruire la colonie. Les soldats anglais adoptent alors la tactique de la terre brûlée. Ils battent la campagne, incendiant tout sur leur passage, maisons, récoltes, et détruisant plus de 4000 fermes. Il faudra 50 ans aux Canadiens français pour reconstruire leur pays ravagé. Le général Wolfe a 32 ans. Ses officiers commencent à le critiquer ouvertement. Alors il va décider de risquer le tout pour le tout, mais sans grand espoir. Avant la bataille, il confiera à un compagnon le portrait de sa fiancée et il écrira une longue lettre d'adieu à sa mère. Montcalm, au contraire, a repris confiance. L'automne approche. La flotte anglaise va bientôt être obligée de repartir. Sinon, elle sera prise dans les glaces. J'ai eu raison, se dit-il, de ne pas bouger. Vous savez, Montcalm a toujours été convaincu que les Anglais essaieraient d'attaquer à Beauport, de descendre à Beauport. Il y restait vissé, selon le mot de l'historien Guy Frégaud. Or, le temps passait. On était maintenant presque à la mi-septembre et rien de vraiment important ne se passait sur le fleuve, dans la flotte anglaise. Alors voilà que dans la nuit du 12 au 13 septembre, certains mouvements des navires font croire à Montcalm que les Anglais s'apprêtent à attaquer. De fait, les Anglais ne veulent que créer une diversion. Montcalm met ses troupes sur pied d'alerte. On attend, en somme, l'arrivée, la descente des Anglais. Pendant ce temps, pendant la nuit, on entend des bruits qui viennent du fleuve, en amont de Québec. Et qu'est-ce qu'il y a là? On ne sait pas. Peut-être les navires qui arrivent avec les vivres qu'on a demandé de Trois-Rivières, les munitions qu'on a demandé de Trois-Rivières. Ou peut-être bien les Anglais qui s'apprêtent toujours, selon la théorie de Montcalm, qui n'en démord pas, à s'approcher de Beauport. De toute façon, on attend, on ne se préoccupe pas de ces bruits plus qu'il ne faut, pas plus que du reste du signal qu'au milieu de la nuit, on lance du côté de Québec, signal convenu qui signifie qu'on a passé devant Québec. Montcalm s'attend toujours à cette attaque. Pendant ce temps, eh bien, Wolfe s'approche des rives de l'Anse-au-Foulon avec des barges de débarquement, environ 4500 hommes. Un certain nombre d'entre eux escaladent la montagne, la falaise, mettent hors d'état de nuire les soldats de Vergor sur la falaise, et ensuite, les autres soldats peuvent monter. Comment ont-ils pu monter? Eh bien, grâce à un officier écossais des Highlanders qui parlait français, et ça a été là une erreur des Français de ne pas donner de mot de passe à ces soldats. Aux militaires qui lui demandent qui vivent, il répond « Vive le roi, vive la France ». On pense que ce sont les Français, on les laisse passer. De sorte qu'au petit matin, les Anglais sont déjà en rang de bataille sur les plaines d'Abraham ou sur les hauteurs d'Abraham, comme on disait à l'époque. Montcalm n'en sait rien jusqu'au moment où un courrier arrive, tout affolé, tout effrayé, qui dit « Les Anglais sont là, ils sont sur les hauteurs d'Abraham ».
Montcalm n'en croit rien, pas plus que les autres. On se dit, voilà, c'est un homme apeuré, c'est un homme énervé, il a perdu la tête, c'est faux, ce n'est pas possible. C'est absolument pas possible. Montcalm n'y croyait pas du tout. Vous savez, Vaudreuil lui avait demandé quelques jours auparavant de renforcer la position du Foulon. Montcalm lui avait écrit d'une façon un petit peu insolente en lui disant « Dieu seul sait faire l'impossible ». Or, les Anglais ne peuvent pas faire l'impossible, donc ils ne peuvent pas débarquer au Foulon. Donc, Montcalm, devant ce courrier, reste bien calme, entre dans sa tente et se verse une tasse de thé. C'est ici, sur le sommet de cette pente, que le général Wolfe avait arrangé ses bataillons le matin du 13 septembre pour donner bataille au général Montcalm. Il les avait arrangés en 2 lignes avec à peu près 3 pieds entre chaque homme. Et il y avait 40 pieds entre les bataillons, parce qu'il y avait non plus que 4500 hommes pour couvrir tout l'espace d'ici, presque 1 kilomètre. Le bout de son ligne était jusqu'au pied de cette pente-là sur la falaise. Je vous ai mené sur ces rochers escarpés pour vous mettre à portée de l'ennemi, leur dit le général Wolfe. La retraite est impossible. Maintenant, il faut vaincre ou mourir. Return your hammers. That's the boat and cock. Dès que Montcalm fut enfin convaincu que les troupes anglaises étaient vraiment sur les hauteurs d'Abraham, il se hâta de rallier les troupes régulières qui étaient avec lui à Beauport, et par le chemin de la Canardière, il les amena près de Québec, traversa la rivière Saint-Charles sur les 2 ponts qui se trouvaient là, entra dans la ville, et y ralliant les quelques miliciens qu'il y put trouver, il décida de se porter immédiatement au combat, sans attendre l'arrivée de Bougainville, qui était, lui, à Cap-Rouge, à quelques 7 ou 8 kilomètres de Québec, avec 3000 soldats qui étaient considérés comme l'élite des troupes régulières, sans attendre non plus Vaudreuil, qui, à Beauport, se hâtait de rallier les derniers miliciens qui se trouvaient là pour se diriger vers Québec. C'est une sortie précipitée que Montcalm fait avec environ 4500 soldats et se présente en face des troupes ennemies. L'armée française est arrivée sur ces hauteurs. Elle-même s'étalait sur une distance d'environ 1 kilomètre aussi. Ici, la gauche, formée de miliciens de Montréal et de Trois-Rivières. Ensuite, 5 régiments de troupes régulières qui occupaient un très grand espace, jusque probablement vis-à-vis les portes Saint-Jean. Au-delà de ces 5 régiments, encore des miliciens, ceux-là de Montréal et de Québec. Et puis, dans un mouvement qui avait pour but un peu d'encercler jusqu'à un certain point les troupes anglaises, on avait des miliciens et des Indiens le long de la falaise du côté nord, qui pouvaient tirer sur les Anglais, sur, en somme, la gauche anglaise. De même, ici, le long de la falaise, des miliciens et des Indiens se sont glissés, qui ont fait aussi passablement de tort, de mal aux Anglais par leurs tirs obliques. Les Français, donc, sont arrivés sur cette hauteur
et se sont avancés trop rapidement, à ce que certains témoins ont dit, vers les Anglais. Section 3! Section! En joue! Section! Feu! Section 59! Section 2! En position de tir! Section 2! En joue! Section 2! Section 3! Le dos à la falaise, les Anglais ont reçu l'ordre de ne tirer que lorsque les Français seront à 40 pas. La décharge des fusils anglais a fauché la ligne française à bout portant. Dès les premières salves, Montcalm, qui caracolait sabre au clair, est blessé. La mêlée a duré à peine un quart d'heure et déjà les Français se replient en désordre. Le général Wolfe a été blessé lui aussi. Il agonise sur le champ de bataille. Il entend des voix qui crient « Il fuit, il fuit !» Qui demande-t-il? Les Français. Dieu merci, dit-il, et il meurt. Le lendemain, Montcalm, qui a été blessé 3 fois, succombe à son tour en soupirant « Je meurs content. Je ne verrai pas les Anglais dans Québec. » Fait unique, les 2 commandants en chef ont été tués dans le même combat. Aujourd'hui, ils ont tous les 2 leur monument à Québec, le vaincu et le vainqueur. Évidemment, il faut reconnaître les mérites, il faut reconnaître la valeur d'un ennemi. Mais de là, à le vénérer, à lui élever un monument, c'est autre chose. Ça devient quelque chose d'anormal dans un contexte, je dirais, normal. Je ne pense pas qu'on élève, par exemple, un monument à Garibaldi sur la place Saint-Pierre à Rome, comme on n'élèvera pas un monument à Napoléon, à Liverpool, ni un monument à Bismarck à Paris ou à La Rochelle. 3 jours plus tard, la ville de Québec capitule. Le sort de toute l'Amérique du Nord s'est joué dans une bataille qui a duré un quart d'heure. L'année suivante, Montréal tombe aussi. C'est la fin de la Nouvelle-France. L'Amérique du Nord sera anglaise. Mais ce n'est pas la fin de ces Canadiens venus de France, qui n'étaient déjà plus des Français, mais qui ne deviendront jamais des Anglais. Quand on est arrivé ici, en 1672, on y était français, puis on est encore français, puis on restera français. On parle le parler. On ne parle pas le parler qu'ils nous ont donné, mais on parle le parler qui nous a resté avec le temps. Puis quand on n'est pas riche, puis il n'y a pas d'école, ben, on fait comme on fait aujourd'hui, seulement qu'on l'a vécu. 300 ans. Ils étaient 60 000. Aujourd'hui, 2 siècles après la conquête anglaise, ils sont 6 millions sur 20 millions de Canadiens. Descendants des colons, des voyageurs et des coureurs des bois,
Ils ont survécu pendant plus de 200 ans. Et ils sont toujours des gens à part. Des Américains qui parlent français. Être québécois, c'est avoir compris une fois pour toutes que les Français ont un drôle d'accent. Que tout le monde a un drôle d'accent, que, en fait, tout accent est beau, à condition qu'on n'ait pas l'idée fasciste de l'imposer à quelqu'un qui ne l'a pas. Monsieur, qu'est-ce que c'est ça? Être québécois, c'est ne jamais être parisien, mais se sentir pas trop loin de l'Anjou ou de la Normandie. Par exemple, dans mon cas, être québécois, c'est que Descartes m'est bien étranger, mais que François Villon m'est un grand frère. Il y a un phénomène extraordinaire pour moi, c'est d'aller à Paris. Je suis allé à Paris la première fois en 1963. J'ai découvert des appartenances et j'ai découvert des différences irrémédiables, irréductibles, finales, qui ont fait que j'ai été très content de le voir, de le sentir, et que j'étais très content d'être québécois. Être québécois, c'est avoir une langue folle, un peu, riche, souple, sale, pas propre, vivante. Être québécois, c'est être dangereusement au cœur de l'Amérique et devoir s'en défendre. Être québécois, c'est se sentir exploité, se savoir trahi par les petits maîtres des bourgeoisies, mais ne plus fréquenter le désespoir. C'est être dans un pays lointain, juste en dessous de nos semelles, et qu'il faut rapatrier.